3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Lagarde est avec nous ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans l'émission. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors, une nouvelle boutique parisienne lancée il y a quelques mois, effectivement. Et on vous retrouve donc aujourd'hui dans l'émission avec nous. Zakaria Darwish, invité régulier, qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Et Pierre Bismuth est en notre compagnie également ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Un petit commentaire de marché peut-être après la séquence Omicron. Alors j'appelle ça la séquence Omicron parce que Omicron, semble-t-il, a été le déclencheur d'une baisse violente de marché. C'était le 26 novembre, en plein week-end de Thanksgiving. 10 jours après, je le disais, les marchés, notamment les marchés européens, ont rattrapé la baisse. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence qui a été assez violente, hein? On a vu beaucoup de volatilité quand même sur les marchés actions, mais pas uniquement d'ailleurs. Est-ce que cette séquence révèle des vulnérabilités particulières dans le marché, une résilience à l'inverse ? Alors, ce qu'il faut noter, c'est effectivement que c'était pendant le week-end de Thanksgiving. Donc, une liquidité extrêmement faible sur les marchés financiers et donc un bouleversement au niveau des marchés européens bien plus important, encore une fois, qu'aux États-Unis. Donc, on sent vraiment une fébrilité du marché dès qu'on a un nouveau variant, d'autant plus qu'on plonge un peu dans l'inconnu à chaque fois, parce que c'est à chaque fois une mécanique qui se met en place. Mais cette mécanique, finalement, on revient dessus de plus en plus rapidement, puisque personne n'est épidémiologiste et on n'a pas les résultats. Donc finalement, on plonge en plein dans de la volatilité. Les taux, d'ailleurs, ont été beaucoup plus volatiles que les actions. Et on met maintenant plus que quelques jours à reprendre son calme et à repartir sur plus de fondamentales. Avec quel raisonnement ? Si on n'est pas justement épidémiologiste, c'est quoi le raisonnement qui permet de revenir, là, en 10 jours à peine, sur les niveaux d'avant crise Omicron ? Alors, je pense qu'il y a énormément de facteurs de soutien des marchés. Alors, on a le principal, c'est toujours les banques centrales, et même si ça semble un peu contre-intuitif en ce moment, les banques centrales sont toujours extrêmement pragmatiques. Donc, je pense que le marché se dit, si véritablement on repart dans un scénario à la mars 2020, tout va se remettre en place, à savoir soutien budgétaire et soutien monétaire des banquiers centraux. C'est absolument pas la ligne directrice principale en ce moment, mais en tout cas, c'est ce à quoi le marché croit. Ensuite, on a finalement un phénomène d'accoutumance qui fait qu'on est moins anxieux à l'idée de retélétravailler. Je m'explique. En mars 2020, on sautait dans l'inconnu et effectivement, toute l'économie s'est refermée. On voit bien que là, l'économie ne se referme pas. On n'a pas d'école fermée, on a des protocoles sanitaires différents, on a du télétravail encouragé, on n'a plus de télétravail imposé. On a finalement une économie qui vit toujours, avec toujours autant de pénuries. Et on essaie de faire en sorte que si on referme les frontières pour les personnes, mais certainement pas pour les biens et les services. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on ne met plus de restrictions sur l'offre, comme ça avait été le cas dans les premiers confinements, où là, tout était fermé. Exactement. Et en fait, là, on compte finalement, on est moins paternaliste qu'il y a 1 an et demi. Finalement, on compte sur le fait que les gens, finalement, se vaccinent. Et on a en plus plein de vaccins. Et on a les doses. On a vu qu'il y avait 11 millions de Français qui avaient fait leur 3e dose. Donc, et c'est un peu comme ça partout. Et mondialement, je crois qu'on est quand même sur une accélération à nouveau de la vaccination. Donc on n'est plus du tout dans l'inconnu. Et en fait, le marché, si on a une liquidité très faible comme ce week-end du 26 novembre, finalement, c'est un stress qui jaillit. Et après, finalement, tout le monde se dit, oui, mais bon, c'est Omicron, on n'a pas vraiment... Alors là, on a en plus des statistiques qui commencent à faire croire que s'il est plus transmissible, il n'est pas plus dangereux et que les vaccins seraient plus ou moins efficaces. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup d'informations qui étaient basées sur beaucoup de sentiments et pas beaucoup de faits. Et là, on commence à sortir la tête de l'eau. Le point clé, vous avez commencé avec ça, Pierre, c'est l'idée que le put, banque centrale, budgétaire, donc ce filet de protection, on ne sait pas trop à quel niveau il est d'ailleurs, mais il est toujours présent en cas de dérapage sérieux de la situation. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la séquence Omicron, Jérôme Powell s'est exprimé devant le Congrès américain
alors même que le risque Omicron n'était pas encore traité de manière rassurante, en l'occurrence. Et malgré tout, il a choisi de se focaliser sur le sujet de l'inflation plus que sur le sujet de la défense de l'économie en cas de vague épidémique nouvelle. Ce qui est donc extrêmement rassurant. C'est contre-intuitif, mais c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire qu'une nouvelle qui n'en est pas une, on sait on en est au 13e variant, ben finalement, ça ne fait pas dérailler les plans des banquiers centraux qui restent toujours derrière les courbes. Et donc, on se focalise sur l'inflation, on dit que c'est moins temporaire qu'espéré, et on va finalement mettre en place le tapering, on peut même l'accélérer, et ben ça, c'est, de mon point de vue, extrêmement rassurant. Ça veut dire qu'on ne regarde que les données économiques, et vous en avez parlé en introduction. On a un marché du travail extrêmement tendu, on a 11 millions de jobs à pourvoir aux États-Unis, et donc on n'a pas finalement d'impact sur l'économie réelle de ce variant. Si bien sûr il y avait un impact, je pense que Jérôme Powell dirait en fait on va finalement retarder le tapering, mais moi je trouve ça extrêmement encourageant qu'on ait finalement un banquier central qui reste sur ses positions et qui ne change pas alors qu'on a une nouvelle, mais encore une fois qui n'est pas étayée par les faits. Zacharia, est-ce que le fait que Jérôme Powell abandonne le qualificatif transitoire s'agissant de l'inflation, je rappelle, ça s'est passé dans l'enceinte politique du Congrès, il explique, parce qu'il faut voir la séquence évidemment, il explique que le mot transitoire, au bout de 6-9 mois, véhicule sans doute beaucoup trop de choses et des choses parfois différentes pour certains types de personnes, et donc le mot n'est plus approprié. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il abandonne ce qualificatif transitoire qui a été quand même le point clé sémantique de la stratégie de la Fed depuis le début? Alors, pour moi, il y a une distinction à faire entre deux choses. Il y a ce mot transitoire qui, finalement, en fait, ce qu'il nous dit quand on décortique son propos, c'est qu'il dit que transitoire a été perçu par beaucoup de gens comme étant temporaire. Oui. Alors que pour lui, et pour la Fed, transitoire, c'est quelque chose qui ne va pas laisser un effet à long terme. Donc, typiquement, il pensait au goulot d'étranglement pour les chaînes de supply chain, les chaînes d'approvisionnement. Donc, il dit, alors, on va enlever cet élément-là. Par contre, le point... Donc, ce n'est pas un reniement de l'analyse qu'ils ont fait de la poussée inflationniste et de la nature de la poussée inflationniste. Tout à fait. Par contre, il y a un deuxième élément, c'est qu'il dit qu'il veut quand même accélérer le tapering. Et ça, pour moi, c'est une autre brique de l'histoire qui est beaucoup plus inquiétante. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des chaînes de rapprovisionnement qui, pour le coup, la Fed, visiblement, n'a pas changé de vue là-dessus. Elle pense toujours que c'est... transitoire, on va dire. Les autres effets, c'est le logement, donc l'immobilier américain, et la boucle prix-salaire sur laquelle se posent des questions. Donc ce sont des facteurs qui commencent à inquiéter la Fed. Et là, pour le coup, moi, ce qui ne me rassure pas en tant qu'investisseur, c'est que si on compare par rapport à la séquence de mars 2020, la Fed... toutes les banques centrales ont été là en rassurant parce qu'il n'y avait pas de sujet du tout d'inflation. C'était déflationniste. Donc oui, on intervient massivement. Si ça crée de l'inflation, tant mieux. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'inflation semble s'accélérer et où on va potentiellement avoir des sujets. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr si on a un ralentissement par un nouveau variant ou par d'autres facteurs. Je ne suis pas sûr que les banques centrales soient à la manœuvre. Le put des banques centrales, là, il a peut-être perdu un peu de vigueur. Ils ont toujours été là, mais la condition sous-jacente, c'est la condition d'inflation, parce que c'est leur mandat principal. S'il y a une hyperinflation, si l'inflation dérape, si les anticipations partent, et là, aujourd'hui, on a un sujet avec, si on a un nouveau variant, est-ce que c'est plutôt inflationniste, déflationniste ? Si c'est vraiment inflationniste, les banques centrales vont se concentrer sur leur mandat. Et en l'occurrence, je pense que le discours justement de Jérôme Powell, il va dans ce sens-là, c'est de dire, écoutez, nous, l'inflation, on le voit, c'est à l'horizon, et donc si on va commencer à ajuster quelque peu notre politique avec cette sortie de tapering, donc tout ça va dans le sens de contrôler cet effet inflationniste, et ça reste, pour moi, le plus gros risque aujourd'hui, justement, de ce put de banque centrale. Il gère un risque politique, là, Jérôme Powell ?
le risque politique était principalement avant sa réélection. Là, il a été renominé, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, oui, l'inflation est devenue un sujet sur la place publique. Quand on voit, par exemple, la tentative désespérée de libérer les stocks stratégiques de pétrole et l'impact que ça a eu sur le marché, on voit que c'est devenu sur le devant de la scène. Il y a les midterms qui arrivent bientôt, donc il doit quelque part faire agir. Et justement, on a l'impression que c'était implicite dans sa rénomination de faire quelque chose pour l'inflation qui sort dans les prochains mois et qui est dans l'esprit des consommateurs. On verra, on a un chiffre d'inflation demain aux États-Unis, peut-être 7%, très haut. Ce sera très haut. On s'attend encore à une accélération sur 2-3 mois. Ouais. Et hopefully derrière une modération. Sur la zone euro, devrait avoir, dès le début de janvier, on devrait avoir des chiffres qui sont plus modérés par des effets techniques, TVA allemande et autres. On espère que ça va dans ce sens-là, ce qui ferait que justement ce put banque centrale pourrait être plus efficace. Pourquoi juste encore un mot là-dessus, et puis Pierre, si vous voulez réagir, mais Jérôme Powell abandonne l'idée politique de l'inflation transitoire. Est-ce que le marché, lui, continue de penser que oui, il y aura un pic d'inflation et qu'après le pic, il y aura peut-être même une réduction rapide du niveau d'inflation? C'est ce qui est rassurant, c'est qu'on voit, en fait, le marché voit toujours une accélération de l'inflation sur l'année prochaine, plus que ce que la Fed voit, hein, clairement. Oui. Mais on voit justement c'est une stabilisation et une baisse sur un horizon de 2 à 3 ans. Ce qui est en ligne globalement avec quand on entend les enquêtes avec les producteurs, par exemple, des secteurs auto, sur la rareté des puces électroniques. Tout ça, ça converge vers cet horizon, vers cet horizon-là, et c'est le pricing de marché. Mais on ne voit pas de dérapage, d'anticipation d'inflation à long terme. Et ça, c'est rassurant. Pierre ? Oui, non, c'était juste sur le prix du pétrole qu'on a vu baisser avant justement l'effet Omicron. Et donc, c'est pour ça que moi je suis pas totalement d'accord sur le fait. On est très très loin de remonter les taux encore une fois, et on n'a pas eu la remise en cause du tapering, de la dissociation entre tapering et remontée des taux. On a un pétrole qui a perdu entre 10 et 15 $. Effectivement, je pense qu'on va avoir des chiffres d'inflation assez hauts demain, mais l'effet prix énergétique l'énergie est quand même... Oui. Et puis, il y a un truc tout bête, mais le dollar s'est quand même apprécié ces derniers mois. Ça joue comme un effet de resserrement, quelque part, j'imagine. Donc, absolument. Non, mais moi, sans rien avoir fait jusqu'à présent, le marché a fait un petit bout du travail. Ça traduit aussi la hausse, justement, des anticipations des taux de la Fed qu'on voit là-dessus. Oui. Ou la force de l'économie. Oui. Bon, certainement un peu les deux. Non, mais je vais passer la parole à Sébastien parce que, en tant que gérant action, et vous avez même une spécialité sur les petites capitalisations boursières, donc on va en parler avec vous, Sébastien, mais vous regardez forcément le cadre monétaire pour 2022. Est-ce qu'il faut craindre ces virages de banque centrale? Est-ce que c'est toujours des moments un peu délicats, y compris quand on est gérant action, Les actions sont en fonction quand même en grande partie des taux aujourd'hui. Alors moi, mon métier, c'est plus de sélectionner des valeurs dans un environnement, mais évidemment, les politiques monétaires, elles vont avoir des impacts microéconomiques sur les sociétés. Donc c'est ça qui est important, effectivement. Je vais me placer dans le camp des optimistes. On va dire que s'il y a de l'inflation, c'est que les choses vont quand même plutôt bien, que les carnets de commandes des entreprises sont à des niveaux historiques. On voit des prévisions de croissance dans les pays développés comme la France qui sont sur des niveaux historiquement hauts, etc. Donc, les choses vont plutôt bien. Alors après, sur les politiques monétaires, les taux, c'est une histoire, on peut anticiper ce qu'on veut. Ce qui, à mon avis, peut être plus impactant pour les marchés financiers en général et pour les actions en particulier, ça serait le tapering, donc la fin de l'inondation des marchés financiers par des liquidités abondantes qui ont créé une inflation de tous les actifs financiers, mais finalement peut-être pas plus sur les actions et certainement peut-être moins que sur d'autres zones qui sont encore plus tendues. Voilà. Donc on vit avec ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que y a beaucoup de bruit, il y a des anticipations, puis on voit que les banques centrales, elles adaptent aussi leur façon d'agir à l'actualité sanitaire, etc. Donc il y a beaucoup de bruit sur les marchés.
On voit que finalement, c'est ce qui a été dit en préambule, qu'en 15 jours, on est face à un gros dip sur les marchés qui est venu d'histoires de Covid et puis d'un changement de discours de la politique de la Fed. Donc finalement, on est revenu au même niveau, très bien. Mais on est revenu au même niveau sur l'ensemble des marchés actions. En revanche, il y a une dichotomie entre certaines histoires qui est extrêmement forte. On voit vendredi dernier, quand les marchés baissaient, il faisait pas bon être une valeur technologique qui publiait de mauvaises nouvelles. Donc DocuSign... Faut nous rappeler ce que c'est que DocuSign DocuSign, c'est une grosse boîte de tech américaine, donc qui est scrutée comme beaucoup de boîtes dans les thématiques technologiques, etc. Son cours, il s'est quand même effondré de 233 $ à 135 dans la journée. 20 milliards d'euros de capitalisation boursière qui sont partis dans la journée. Voilà. Bon. Donc, il y a une grosse dichotomie. Ce qu'on voit aussi, c'est que les investisseurs, ils sont un petit peu désorientés quand même. Il y a toujours de l'appétit pour les valeurs cycliques, mais des technos qui ont des valorisations stratosphériques, on va dire, pour certaines. Le moindre accident ne pardonne pas. Donc il y a vraiment de tout boursièrement aujourd'hui sur les marchés actions. Et ce qui va vraiment être important, je pense, dans les mois à venir, c'est moins d'essayer d'anticiper les niveaux d'inflation ou des évolutions de taux. Ça va être vraiment... Quels sont les acteurs qui sont capables de résister un petit peu, quels que soient les contextes. Donc il faut regarder les sociétés, comment elles gèrent ces problématiques d'inflation sur les matières premières, les pénuries de main-d'œuvre, les problèmes de supply chain, etc. Et face à ça, bien garder en tête qu'elles ont des carnets de commandes qui sont à des niveaux très très importants. Et c'est plutôt prometteur quand même. Bien sûr. Et ça veut dire, alors je sais que le terme est souvent utilisé, mais les fondamentaux vont redevenir des déterminants importants pour la course des marchés actions et des entreprises prises une par une, valeur par valeur. Parce que là, effectivement, DocuSign, ça s'est fait tarter, mais ça a été une des valeurs Covid emblématiques de 2020. Donc c'est de la signature électronique, tout le monde en télétravail, on signe les documents par électronique, ça cartonne. Je vois la valeur star du CAC 40 cette année, c'est la valeur la plus chère, c'est Hermès. C'est-à-dire qu'il y a plus de 80% de performance. Et encore une fois, on voit même sur les dernières semaines, avoir du Hermès, avoir du LVMH, ça continue de payer, quoi. Parce que ce qui est important, c'est ça qui est perturbant, en fait. C'est perturbant, mais ça se comprend. En fait, je pense que ça traduit le fait que l'investisseur final, il a quand même besoin de visibilité. Ah oui. Alors, moi, je sors du contexte européen. Je vais vous donner juste un exemple qu'on connaît bien chez AlphaJet parce qu'on est client d'une société qui s'appelle MSCI, qui vend des indices boursiers. Bien sûr, je crois que tout le monde connaît. Qui vend très cher, d'ailleurs. Qui la vend très cher. Donc, on a signé des contrats avec elle, on le sait, qui sont des contrats pluriannuels pour quasiment tous ses clients, des contrats d'ailleurs qui sont indexés, alors ils peuvent être indexés qu'à la hausse, sur les encours qui sont gérés par les sociétés de gestion qui sont clientes chez elle, etc. Donc c'est une société qui certes a une valorisation en bourse qui peut faire un petit peu peur a priori, mais il faut bien garder en tête que cette société-là, quel que soit le contexte sanitaire, quel que soit le contexte politique monétaire des banques centrales, elle offre une visibilité en termes de croissance bénéficiaire qui est colossale. Et c'est ce que les investisseurs cherchent. Bon, je crois qu'ils cherchent ça quand même depuis longtemps, mais de plus en plus souvent. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, quand on essaye de trouver les bons chevaux sur les marchés actions, il faut plus trop s'attarder sur la valorisation, regarder uniquement les valorisations. Mais vous dites, plus la pandémie passe, on l'espère, et plus derrière nous que devant nous encore, plus il va falloir justement abandonner ce réflexe de choisir des valeurs en fonction de leur tilt Covid ou pas. En fait, c'est ça, parce qu'on ne peut pas changer d'avis tous les 3 jours. Je veux dire, il y a l'histoire de Omicron, c'est dramatique au départ, parce qu'il y a un taux de contagion qui, a priori, est extrêmement fort. Et puis, quelques jours après, on comprend que c'est peut-être un variant qui est moins grave que ce qu'on pensait.
Est-ce que dans une stratégie d'investissement de relativement moyen terme, est-ce qu'on a envie d'être soumis c'est ça, d'être soumis à ces aléas? Alors, je veux dire, si on a une conviction sur ce qui va se passer d'un point de vue sanitaire, effectivement, on peut jouer. Il y a des valeurs Covid, on peut jouer. En France, il y a des petits labos sur lesquels on peut investir quand on pense que le Covid va repartir. Mais vous dites qu'il va falloir sortir de ces stratégies. En tout cas, le marché, à un moment, va quand même sortir de cette logique très binaire. Forcément, à moyen terme, le contexte sanitaire, ça a pu être une préoccupation parce qu'il y aura des solutions. Même si le virus est toujours prégnant, il y aura des solutions. Donc, le sujet d'aujourd'hui pour les entreprises, c'est vraiment comment elles gèrent les problématiques de recrutement qui sont compliquées, d'inflation et de supply chain. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder vraiment entreprise par entreprise. Toute la chaîne de valeur. C'est ça les fondamentaux, en fait, même si c'est peut-être à un horizon de quelques trimestres, mais c'est la problématique du moment. Elle est vraiment opérationnelle, en fait. Un mot de la stratégie, effectivement. Là, alors, on est encore dans des stratégies très marquées Covid, très marquées pandémie. Parce qu'Omicron nous rappelle, on en a discuté avec vous, Pierre, mais avant Omicron, c'était quand même un thème dans le marché qui était beaucoup moins présent d'une certaine manière. Mais alors moi, je trouve qu'aux États-Unis, en fait, on est complètement derrière maintenant. Parce qu'on a parlé de DocuSign, et en fait, on revient sur où sont les barrières à l'entrée. Et on voit qu'Apple, là, alors qu'on est en pleine période de Noël, on voit qu'Apple, en fait, alors là, vole de record en record, parce qu'on est un peu dans le même cas qu'Hermès. Une barrière à l'entrée extrêmement forte, Google extrêmement forte également, Booking qui est pourtant dans le secteur du tourisme, finalement ça baisse pas tant que ça et c'est encore une fois une barrière à l'entrée extrêmement forte. Ils vont gagner des parts de marché dans cette crise pandémique, cette crise du voyage, on va dire. En tout cas, le réflexe quand vous cherchez à réserver quelque chose, vous allez sur Booking. Et ça, quand vous avez une marque mondiale et extrêmement forte, c'est quand même très rassurant. En revanche, DocuSign, il y a moins de barrières à l'entrée puisqu'on peut signer des documents sur PDF, par exemple. Donc là, il n'y a vraiment pas de... Bon, en fait, voilà, il y a un arbitrage qui se crée naturellement, et même sans s'en rendre compte. Vous avez Zoom, qui a perdu 60% de sa valeur, mais parce que tout le monde est sur Teams, curieusement, qui appartient à Microsoft. Grosse barrière à l'entrée également. Et en fait, là, je pense aux États-Unis, on est revenu complètement sur les fondamentaux, c'est-à-dire où sont les barrières à l'entrée. On est là dans un secteur de croissance. Et vraiment, la croissance embarquée, telle que l'a dit très bien Sébastien, c'est vraiment extrêmement important. Et là, le marché a vraiment fait son choix, à mon avis, aux États-Unis. On n'en est pas loin en Europe. Parce que alors on est un peu plus loin parce que les indices boursiers sont beaucoup plus larges, beaucoup plus large cap. On est moins sur 500 valeurs ou 3000 valeurs comme sur le Nasdaq. Mais c'est également en Europe, on a vraiment les valeurs cycliques où là on a énormément de volatilité. Donc beaucoup sur l'immobilier, on a vu que dans ce shoot Omicron, on a eu un vrai problème sur l'immobilier, mais on n'a qu'une valeur dans le CAC. Oui. Donc, voilà, on n'en a qu'une. Donc, elle s'est pris à plein à la baisse. On voit que les banques sont toujours... Enfin, immobilier banque, c'est vraiment très dépendant des taux d'intérêt. On n'est pas vraiment dans le fondamental, même si on a eu une réévaluation des prix. En revanche, tout ce qui est forte barrière à l'entrée, alors là, c'est vraiment un boulevard. Sur Apple, j'ai une petite histoire, parce qu'ils sont à 2,8 trillions de market cap. J'avais pas réalisé qu'on était aussi proche des 3 trillions. Le PIB de 3 000 milliards. Un peu plus. Ouais, un peu plus que le PIB de la France. Et en fait, les analystes, c'est un analyste de marché qui soulignait ça tout à l'heure sur Twitter. Donc, chaque fois que Apple a passé la barre d'1 trillion, donc le premier trillion, le second et demain le troisième, il y a eu une correction de marché assez forte. Premier trillion s'est dépassé en 2018. Ils prennent une baisse de 40% quand même pour le titre Apple, ce qui est beaucoup. Le deuxième trillion arrive 2 ans plus tard, en 2020. Là, ils prennent une baisse de 20% au franchissement du deuxième trillion. Donc, c'était après le crash de marché de mars 2020. C'était quand Apple était déjà reparti, avait déjà rattrapé la baisse Covid. Donc, je ne sais pas, est-ce que le prochain trillion, oui, peut-être 2022. Maintenant, c'est tous les 2 ans, ils franchissent la barre d'1 trillion. Donc, on verra si, en se rapprochant de ce troisième trillion, est-ce que ça provoque un peu de stress autour de la valeur Apple. En tout cas, en vous écoutant, il y aura donc un point d'entrée. Et demain, un point haut, probablement. Ouais, non, mais 2,8 trillions. J'avais pas vu qu'on était aussi vite que ça, arrivé quasiment à 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Sur vos marchés, il y a un événement dans le monde du crédit aujourd'hui, c'est le défaut des
immobiliers, enfin de l'immobilier chinois, Evergrande et Kaisa, qui est un plus petit promoteur, Zaka. Qu'est-ce qu'on peut redire de cette séquence? Parce que ça fait des mois qu'on parle de l'immobilier chinois, d'Evergrande, etc. Est-ce que le défaut acté aujourd'hui sur un non-paiement d'intérêt, non-remboursement, est-ce qu'on peut passer à autre chose, ou est-ce que c'est une étape simplement dans une séquence qui n'est pas finie et qui peut amener encore de la douleur ou du stress autour de cet immobilier chinois, 30% de la valeur du PIB chinois, enfin voilà, l'éléphant dans la pièce comme à chaque fois. On est plutôt dans une étape d'une séquence. On a déjà connu avant le défaut, dès qu'il y a eu des retards de paiement sur les coupons, ça a beaucoup chahuté. On a eu quelques répercussions. C'est tombé à peu près au moment où le marché immobilier en Europe a connu d'autres sujets spécifiques. Là, en fait, le sujet, c'est plutôt la Chine, de façon plus globale. La Chine, c'est un bon client pour pas mal d'économies européennes, en particulier allemandes. Et la Chine, c'est aussi l'usine du monde, en particulier pour les Américains. Donc la croissance chinoise, il y a un lien pour nos économies aussi. L'autre sujet, c'est le sujet de la stabilité financière. C'est-à-dire que concrètement, comme vous le soulignez, le secteur immobilier représente une part très importante du PIB chinois. S'il y a une crise immobilière au sens large, au sens économie réelle sur la Chine, nous avons un sujet, tous, collectivement, au sens global. Aujourd'hui, ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que le gouvernement chinois et aussi la banque centrale chinoise prennent la mesure du risque. Donc on a vu qu'il y a eu pas mal d'accompagnement, on a vu qu'il y a eu pas mal de directives données dans le sens de la stabilisation, et on voit des mesures déjà de la Banque centrale chinoise pour injecter des liquidités dans le système, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de liquidity crunch, de crise de liquidité sur le secteur. Après, le sujet, pourquoi il se prolonge dans la durée, c'est que le besoin de financement des entreprises de l'immobilier chinois est extrêmement important sur les 2 ans à venir, et ils dépendent en grande partie des investisseurs étrangers. Donc il ne faut pas perdre cette confiance qui a été acquise dans le secteur. Là, on parle, c'est un défaut sur une dette en dollars, tout à fait, concernant Evergrande. Tout à fait. Impliquant des investisseurs non résidents. Non résidents. Et une des séquences qui va être importante, c'est de voir si les porteurs de dettes en dollars, quel va être leur traitement par rapport à, est-ce que c'est pari passu, est-ce qu'il y a des seniorités qui vont rentrer en jeu par rapport à d'autres déteneurs de dettes, si on passe par des filiales. Vous savez que beaucoup d'émissions se font via des filiales qui sont à Hong Kong. Donc, est-ce qu'il va y avoir des sujets de seniorité là-dessus? Ça, c'est quelque chose qui va vraiment rassurer sur la crédibilité, ou au contraire créer une crise de défiance avec des répercussions sur la liquidité du marché chinois. Le gouverneur de la Banque centrale chinoise, à la veille du défaut d'Evergrande et de Kaisa, a enregistré un message vidéo qui a été diffusé pour dire: c'est un événement de marché qui sera traité selon les conditions du marché. Tout à fait, parce que donc c'est quelque chose que la Chine... Ça veut dire quoi? On n'interviendra pas, nous, en tant que puissance publique autoritaire, pour semer le trouble ou réorganiser les choses à notre manière? C'est que, vous regardez l'année 2020, il y a eu 33 défauts dans les indices de dérivés de crédit américains. Vous avez vu la procédure érodée. Ça sera une procédure dans le même genre. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de l'interventionnisme, que ce soit positif ou négatif. Je pense que c'est surtout pour assurer sur le côté non négatif de la chose. Mais on va voir dans les faits, est-ce que les paroles se suivent de faits? C'est quelque chose de quand même important, parce que rappelons aussi que la Chine rentre de plus en plus dans les indices obligataires et dans les indices crédits. Donc une crise de la défiance, ça sera sur les émetteurs chinois, mais il y a aussi un sujet sur la devise et sur l'émetteur, le gouvernement, la dette souveraine. Le souverain. Voilà, oui. tout à fait. Qui est quand même le truc à préserver pour la Chine, effectivement. Le souverain, le yuan, etc. Cette crise immobilière chinoise, qui n'est pas terminée, enfin, c'est quand même toujours un sujet de vigilance, à vous écouter, Zakaria. Elle est restée, sur le plan du marché, la douleur est restée très concentrée autour des acteurs de l'immobilier chinois. Est-ce que ça a contaminé d'autres secteurs en Chine, en dehors de Chine, en Asie? Aujourd'hui, et dans la séquence récente depuis l'été, ce qu'on voit, c'est que ça a fortement impacté tous les promoteurs immobiliers chinois, toutes les entreprises dans leur taux d'intérêt, enfin leur prime de risque de crédit s'est envolé
aussi, et traite à des niveaux, ce qu'on appelle distress, c'est à des niveaux qui sont dans une visibilité d'un défaut, d'un événement de crédit, alors que pour certains, il n'y a pas du tout de sujet. Mais par contre, c'est vraiment resté cantonné spécifiquement sur ce segment-là. On a vu des flux, un écartement sur le marché du high yield, des émetteurs le moins bien notés, chinois et dans une moindre mesure asiatique, que l'on peut attribuer à des réallocations, des mouvements de réallocation de portefeuille pour de la gestion de risque. Et donc, il y a eu un écartement, mais cet écartement reste gérable à aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de crise systémique qui a été créée. Et c'est ça qui est rassurant à aujourd'hui. Avec une intervention effectivement de la Banque centrale chinoise ces derniers jours pour donner un peu d'air au crédit. Voilà. Tout à fait. Avant l'annonce de ce défaut pour Evergrande et Caysa. La dernière fois, Pierre, vous étiez venu nous dire que la Chine, c'était pas trop votre truc. Enfin, il y avait d'autres choses bien à faire et qu'il y avait surtout un niveau de standard en matière de gouvernance qui empêchait sans doute beaucoup d'investisseurs aujourd'hui de revenir peut-être sur la Chine. Ah là, je pense que c'est vraiment le marché star de 2020, la Chine. De 2020 De 2021, pardon. Ah, mais c'est vraiment... 2020, c'était le marché star. Je vous le rappelle. Tout à fait. Vraiment, c'est absolument ahurissant entre les actions qui perdent 95% sur un trait de crayon du président et là, un défaut d'Evergrande ou qui va se traiter selon les normes internationales. Alors bon courage aux obligataires pour convertir leur dette en actions Evergrande si c'est la voie de résolution du défaut. On leur souhaite vraiment bon courage. Moi, je trouve que le marché, en tout cas chinois, a perdu énormément de crédibilité. Que c'est vraiment c'est une chose trappe dans laquelle on voudrait certainement pas tomber. Que en plus, encore une fois, ce qu'on promet aux clients, c'est donc de délivrer une performance proche des indices, et on n'en a pas dans les indices de référence. Donc c'est vraiment de la diversification. Vous n'avez pas de contrainte à aller sur la Chine? Non, pas du tout. Mais je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de courage et un horizon de temps très très long quand même pour aller sur un marché. Qui n'est pas un marché qui fonctionne normalement. En fait, on n'est pas du tout sur des standards américains ou européens. Là, franchement, en plus, c'est une dette en dollars, donc internationale. Mais franchement, un défaut, je ne sais même pas comment ça peut se gérer. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et donc, on va regarder cette résolution, mais en restant totalement à l'écart de ça. Et c'est dommage parce que c'est vrai que si on parle des investissements de 2022, c'est vrai que la zone émergente qui est quand même où la Chine est surreprésentée, ça reste quand même quelque chose qui est, de notre point de vue, quand même difficilement investissable. Envisagé. Très difficilement investissable. Non, mais c'est un vrai sujet, effectivement. Didi qui s'enlève de la bourse américaine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup... Moi, on a beaucoup entendu le discours au début de cette gestion réglementaire autoritaire, en disant, tiens, la Chine veut peut-être, d'une certaine manière, gagner en crédibilité. Là, je vois peut-être sur certains acteurs. Nous, très honnêtement, vous avez la vie totalement inverse. On ne voit absolument pas comment on peut gagner en crédibilité en intervenant avec un État interventionniste sur tout et en laissant finalement des sociétés se financer sur les marchés internationaux en disant que c'est un événement de marché, que ça va bien se passer. Enfin voilà, franchement. Bon courage. Bon, on passe d'un univers d'investissement à l'autre pour revenir avec vous, Sébastien, sur les small et les micro-caps. Donc les petites, capitalisation boursière, c'est quoi? Micro-cap, c'est quoi? Quelques centaines de millions d'euros de capi boursière? Voilà, c'est ça. Alors, il y a une définition américaine qui remonte à très très loin. Il y a une culture des micro-caps aux États-Unis depuis les années 70. Donc aux États-Unis, comme ils sont toujours un petit peu... simpliste, on va dire. Il y a une définition très longtemps, c'était toutes les sociétés qui capitalisaient moins de 500 millions de dollars. Puis maintenant, on dit plutôt 1 milliard de dollars. Ouais, jusqu'à 1 milliard. Voilà, et donc grosso modo, ça nous donne des sociétés qui vont jusqu'à 750 millions d'euros en Europe. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont très très nombreuses, ces sociétés. C'est la moitié des sociétés cotées dans le monde, quand même. Mais elles ne représentent que 2% de la cote. Qu'est-ce qu'on peut dire, si on regarde ces micro-caps comme une classe d'actifs? Alors moi, je regarde plus les small caps, mais depuis 2-3 ans, on a l'impression que les small caps, alors elles font une belle année, les indices small caps font une belle année, mais on a l'impression que l'appétit, et puis l'année 2018 avait été très particulière parce qu'il y avait cette crise de fin d'année, des retraits massifs, des fonds small cap, des questions de liquidité qui avaient traumatisé un peu tous les investisseurs. J'ai l'impression que l'appétit n'est jamais revenu comme avant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Non, mais justement, c'est vous l'expert, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, le cadre général, c'est que
les micros comme les small cap, hein, donc les small cap, on peut aller jusqu'à 2-3 milliards d'euros de capitalisation boursière, donc c'est plus des nains de jardin quand même déjà, il faut bien avoir ça en tête. Ces sociétés-là, elles surperforment 8 années sur 10. Grosso modo, les années qui leur font mal, c'est des années où on commence à avoir des gros doutes sur la croissance, parce qu'il y a plus de valeurs cycliques dans cet univers de petites valeurs, etc. Mais ce sont des sociétés qui, sur le long terme, surperforment les grandes valeurs pour une raison simple, c'est qu'elles délivrent beaucoup plus de croissance bénéficiaire. Voilà. Et que la pompe est régulièrement réamorcée, parce que vous pouvez, quand vous êtes une success story en tant que micro-cap, que vous devenez une small, et qu'un jour vous devenez encore mieux, vous devenez une mid-cap, puis une large cap. À chaque étape, il y a des nouveaux investisseurs qui arrivent. Et on sait très bien que c'est beaucoup plus difficile de faire de la croissance quand vous êtes un mastodonte que quand vous êtes une start-up qui a des produits ou des services hyper innovants. C'est plus facile de faire x10 en bourse quand on vaut 500 millions d'euros que quand on vaut 500 milliards d'euros, évidemment. C'est le premier élément. Donc c'est cette croissance bénéficiaire qui fait que sur le long terme, elle surperforme. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que finalement, en 2021, elles n'ont pas sous-performé. Elles ont fait, grosso modo, en Europe, la même chose que les grandes valeurs. Elles ont fait plus 20%. Quand on regarde dans l'univers européen, d'accord. Plus 22%. Okay. Donc elles ont quand même, après une année 2020, pour le coup, où leur surperformance a été extraordinaire. Bon, 2018, on l'a dit, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu des années très très difficiles, effectivement, parce que la problématique essentielle sur ces valeurs-là, c'est la liquidité. Donc 2008, ça a été dramatique, bon, pour les marchés actions en général, mais particulièrement pour les toutes petites valeurs. Mais ensuite, on est revenu sur des fondamentaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette problématique de la liquidité, elle s'est un petit peu estompée depuis quelques années, notamment en Europe, parce qu'on a vu beaucoup de gouvernements mettre en place des mesures économiques et fiscales pour favoriser l'investissement dans les petites valeurs. Le PEA-PME étant l'emblème, d'accord, de ces enveloppes et de ces un système qui s'appelle le PIR, le PIR, qui est exactement le même système en Italie. Ouais. Et on voit que tout ça, ça a généré des flux quand même et un vrai intérêt des investisseurs. Je disais ce matin dans la presse économique, il y a un rebond phénoménal du nombre d'investisseurs particuliers en France. On est passé de 500 000 à 700 000 investisseurs particuliers qui ont ouvert des comptes titres pour investir en actions. Ces investisseurs-là, ils ont une appétence souvent pour les petites valeurs. Ouais. Donc la liquidité, elle est plutôt revenue. Non. Mais effectivement, il y a à boire et à manger dans l'univers. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les ans, vous allez pouvoir y trouver des histoires extraordinaires et puis des accidents de parcours, parce qu'évidemment, ce sont des sociétés qui sont très petites, peu diversifiées, donc ça peut être difficile. Et puis, comme vous dites, alors on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est des marchés qui sont de moins en moins couverts par les analystes. Et donc, ça laisse la place à des inefficiences de marché d'une certaine manière. Et donc, pour un gérant qui se plonge au cœur de ça. C'est un terrain idéal pour faire de la sélection de valeur. Nous, vous savez, on a une approche pour regarder toutes les sociétés cotées avec des modèles qu'on appelle multifactoriels, donc ils vont regarder, analyser les perspectives de croissance, les niveaux de valorisation, la qualité du bilan, le sentiment des investisseurs qui nous est donné par l'accélération sur les volumes ou tout ce que vous voulez. Sur ces valeurs-là, si vous voulez, on a toujours énormément de belles perspectives. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, effectivement, c'est la dispersion des performances qui traduit l'inefficience des marchés. Si vous regardez les grandes valeurs, la distribution des performances tous les ans, c'est une gaussienne. La plupart des valeurs font l'indice plus ou moins quelques pourcents. Sur les microcaps, vous avez ce qu'on appelle des dispersions leptocurtiques, donc avec des niveaux stratosphériques. Sky is the limit. Il y a certaines sociétés qui peuvent monter de plusieurs centaines de pourcents en quelques semaines. Et réciproquement, quand il y a un accident de parcours, on peut voir des moins 80% en une journée. Donc, être diversifié. Microcaps, bon, on s'arrêtera sur cette classe d'actifs. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pendant ces 40 minutes de discussion de marché. Sébastien Lagarde, je le rappelle, directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors. Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Et Zakaria Darwish, Géranto et Crédit chez CPR Asset Management, étaient nos invités ce soir.